Il n'aura suffi que d'une seule journée pour que le pays réalise qu'un traître tenait les rênes du pouvoir. En l'espace de 24 heures, tout a basculé. D'un côté Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur qui mettait la touche finale à son vaste acte de perfidie. De l'autre, Sébastien Lecnu révélant à la planète entière l'existence d'un complot tentaculaire qui s'étendait jusque dans les couloirs les plus secrets de l'État. Ce qui s'est joué durant ces heures chez là échappe à ce qu'on imagine possible dans une démocratie contemporaine. C'est le récit d'un sabotage national imaginé au sommet même du pouvoir, et d'un homme qui a trouvé la force de tout mettre au jour. Le matin du 15 décembre 2000 s'est ouvert dans une tranquillité trompeuse. Absolument personne n'imaginait la tempête qui approchait. Ni le cornu persuadé de continuer à servir la République avec loyauté, ni l'Élysée convaincu de maîtriser chaque paramètre du jeu politique. Et encore moins Bruno Retailleau, loin de se douter que la machination qu'il peaufinait depuis des semaines était sur le point de se retourner contre lui dans un fracas spectaculaire. Pour comprendre comment tout a commencé, il faut remonter 3 semaines en arrière dans les salons feutrés du ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Ce jour-là, Bruno Retailleau avait reçu une visite totalement imprévue, un homme impeccablement habillé, costume sombre, allure maîtrisée se présentant sous le nom de Monsieur Laurent, envoyé spécial dans ce récit romanesque d'une formation politique d'extrême droite. L'individu n'était pas un amateur ex-agent du renseignement reconverti dans les opérations politiques clandestines. Il jouait dans cette histoire fictive le rôle du stratège invisible d'un parti en quête d'influence. Lorsque Laurent s'affala avec une aisance calculée dans le fauteuil, de cuir juste en face de Retailleau, il ouvrit la conversation d'une voix douce, mais venimeuse. « Monsieur le ministre, inutile de jouer les modestes. Votre inconfort au sein de ce gouvernement ne nous a pas échappé, et vos ambitions encore moins. » D'un geste lent, presque cérémoniel, il déposa sur le bureau un épais dossier tiré de sa mallette. « Nous avons passé au crible votre trajectoire politique décortiquée, vos prises de parole, vos choix, vos hésitations. Pour être franc, vous ressemblez davantage à un électron égaré qu'à un membre convaincu de cette majorité un peu flasque. » En feuilletant le dossier, la curiosité de Retailleau s'était muée en un malaise palpable. Chaque page exposait avec une précision chirurgicale son parcours politique, ses prises de position les plus anciennes, et même ses ambitions qu'il n'avouait qu'à lui-même. Voir à quel point ce parti connaissait ses pensées les plus enfouies avait quelque chose d'inquiétant. « Où voulez-vous en venir ?» avait-il lancé désormais sur la défensive. Laurent lui arborait un sourire tranquille. « Nous venons vous soumettre une offre, une proposition capable de métamorphoser complètement votre destin politique. » Dans cette fiction, le parti lui promettait un soutien total pour une éventuelle course à la présidence, financement assuré, visibilité médiatique massive, appui d'élus locaux, bref, tout l'attirail nécessaire pour façonner un candidat présidentiable. Ils avaient même anticipé la suite repérage des zones électorales à conquérir, évaluation des alliances possibles, radiographie des faiblesses de ses futurs adversaires. « Nous pouvons vous garantir au moins 15% dès le premier tour, détailla Laurent. Avec une campagne maîtrisée et nos connexions, vous pourriez aisément vous hisser au second. Imaginez-vous entrant à l'Élysée président de la République en 2000. » La proposition avait de quoi faire tourner la tête. Depuis toujours, Retailleau nourrissait le fantasme de traverser les grilles de l'Élysée en tant que chef de l'État, mais il savait parfaitement qu'avec son parti actuel, ce rêve relevait plus de l'illusion que du calcul politique. Ici, dans cette histoire fictive, on lui offrait soudain ce qu'aucune structure politique n'avait jamais osé lui promettre, une voie réelle crédible vers le sommet absolu du pouvoir. « Bien entendu, ajouta Laurent d'un ton faussement détaché, une telle ascension a un prix. Nous attendons de vous un service très spécifique, il vous faudra faire tomber le Premier ministre. » La phrase avait claqué comme un coup de tonnerre faisant sursauter Retailleau. Faire chuter le Premier ministre, vous réalisez l'ampleur de ce que vous exigez. Laurent imperturbable déroula alors le plan, un véritable travail d'orfèvre en matière de manipulation politique. Dans ce récit imaginaire, Retailleau devait exploiter son autorité de ministre de l'Intérieur pour monter un dossier à charge contre Lecornu,
Pas un simple rapport, non mais une accusation financière tellement explosive qu'elle anéantirait à jamais la réputation publique de l'homme. Tout avait été pensé avec une précision glaçante, la stratégie était d'une sophistication presque démoniaque. Le plan qu'on lui exposait tenait de la pure ingénierie politique, il s'agissait de fabriquer de toutes pièces l'illusion que le Cornu avait touché des pots de vin venus de firmes chinoises en échange de contrats d'armement. Fausses factures, comptes, offshore fantômes, témoins fabriqués et soigneusement monnayés, tout serait créé ex nihilo pour envoyer le Premier ministre au tapis. Laurent sortit alors une seconde chemise de sa mallette comme un magicien dévoilant un nouveau tour. Là, vous avez la liste des entreprises que nous allons mêler à l'affaire. Ici, les sommes exactes des pseudo-commissions et même le déroulé précis des rencontres secrètes où l'argent aurait soi-disant circulé. Nous avons déjà bien avancé. Le contenu du dossier refroidissait le sang, chaque élément semblait avoir été fabriqué avec la rigueur clinique d'un service d'espionnage. Rien n'avait été laissé au hasard. Les dates, les lieux, les transactions présumées, tout était ajusté pour donner une illusion parfaite de réalité. Laurent, méticuleux jusqu'à l'obsession, avait même rédigé une liste de questions que les journalistes seraient susceptibles de poser ainsi que les réponses que Retillot devrait réciter. « Nous avons baptisé l'opération Dragon Rouge », annonça-t-il un clin d'œil à la Chine, et au danger. Les médias vont adorer. Ah, et malgré lui, Retillot restait fasciné par la démesure du projet. Ce n'était pas un simple coup monté, mais une opération d'une ampleur quasi étatique, d'un niveau digne d'un service de renseignement. « Et si je refuse ?» osa-t-il demander tout en sachant au fond qu'il n'avait déjà plus d'échappatoire. Laurent lui répondit sans un mot, il posa sur la table un dernier dossier plus mince que les autres, mais infiniment plus menaçant. Nous détenons quelques informations sur vos arrangements financiers avec certains promoteurs immobiliers de votre région. Ce genre de détails pourrait attirer l'attention de la justice et de la presse. Vous comprenez l'idée. Dans ce dossier mince mais terrifiant, Retillot découvrit une série de photos où on le voyait recevoir des enveloppes épaisses, accompagnées de relevés bancaires provenant de comptes qu'il n'avait jamais déclarés et même de témoignages de promoteurs prêts à tout raconter. Le chantage brutal et limpide ne laissait aucune marge de manœuvre. Laurent se leva lentement comme pour donner plus de poids à ses mots. « Vous avez 48 heures pour trancher. Après ce délai, soit vous marchez avec nous et votre avenir est verrouillé, soit vous nous tournez le dos et votre passé remontera vous dévorer. À vous de choisir. » Cette nuit-là, Retillot fit les 100 pas dans son bureau sans trouver une seconde de repos. Son esprit oscillait entre ambition et peur, calculant chaque risque, chaque avantage. D'un côté, la possibilité enfin tangible dans ce récit fictif de viser la présidence avec l'appui de ce parti tout-puissant. De l'autre, la certitude que sa carrière volerait en éclats si ses preuves compromettantes venaient à être révélées. Lorsque l'aube pointa, la décision était prise. Confronté au choix impossible entre sa chute personnelle et une alliance avec l'extrême droite, Retillot opta pour la trahison. Durant 3 longues semaines, Retillot avait patiemment tissé sa toile. Profitant sans scrupule de la puissance administrative de son ministère, il avait détourné des dizaines de fonctionnaires pour bâtir un faux dossier destiné à abattre le Cornu. La première phase du complot portait sur l'architecture financière de la machination. Il fallait créer des traces monétaires impossibles à distinguer du vrai. Pour cela, Retillot avait sollicité une entreprise d'experts informatiques dirigée dans cette fiction par un fervent sympathisant du RN. Leur mission générait de faux virements bancaires suffisamment réalistes pour faire croire que le Cornu avait encaissé 2,8 millions d'euros provenant de firmes chinoises entre 2018 et 2023. Le second volet du plan plongeait encore plus profondément dans la manipulation fabriquée des témoins. Retillot avait repéré 3 anciens membres de l'équipe de l'ECNU, tous partis après des conflits personnels. À coups de pression habilement dosée et de promesses sonnantes et trébuchantes, il les avait poussés à se retourner contre leur ancien chef. Un mélange toxique d'intimidation et de corruption, parfaitement calibré pour produire les témoignages dont il avait besoin. Dans son casting de faux témoins, Retillot avait soigneusement sélectionné 3 profils fragilisés, chacun prisonnier de ses propres démons.
Jean-Marc Duran, ex-conseiller technique, croulait sous les dettes laissées par un divorce catastrophique. Retillot lui avait alors glissé sous le nez une offre irrésistible, un demi-million d'euros en échange de sa déposition, et une fois le pouvoir conquis, un fauteuil de directeur dans une entreprise publique. Sophie Berstein, ancienne responsable de communication, vivait sous la menace constante du fisc, prête à sombrer. Retillot lui avait promis d'effacer magiquement ses arriérés et de lui offrir un bouclier judiciaire complet si elle acceptait d'affirmer que le Cornu l'avait chargé d'étouffer plusieurs enquêtes embarrassantes concernant ses finances. Quant à Patrick Morel, ex-chauffeur, il se débattait au milieu d'une procédure pour violence conjugale. Retillot lui avait proposé un marché que peu d'hommes en détresse auraient refusé l'abandon pur et simple des poursuites, accompagné d'un poste fictif très lucratif, à condition qu'il témoigne en détail des prétendus voyages secrets de l'ECNU à l'étranger pour rencontrer ses financeurs chinois imaginaires. Une mécanique de manipulation parfaitement huilée. Les 3 faux témoins avaient été façonnés comme des acteurs avant une première de théâtre. Les équipes de Laurent les avaient entraînés ligne après ligne jusqu'à ce que chaque phrase semble instinctive. Ils avaient répété leurs réponses aux questions attendues, ajusté leur récit pour qu'aucune contradiction ne puisse les trahir. Le conditionnement psychologique était si minutieux qu'on aurait juré assister à une opération neurochirurgicale plutôt qu'à une manipulation politique. Vint ensuite le 3e étage du complot le plus technique de tout l'ingénierie documentaire. Pour bâtir cette illusion administrative, Retillot avait sollicité de véritables maîtres du faux. Ils produisirent autorisation d'exportation d'armes, inventé notes de frais fabriquées de toutes pièces, ordre de mission totalement imaginaire. Un univers complet de documents parfaitement alignés n'existant que pour donner corps à l'histoire de corruption qu'il comptait imposer au pays. Mais ce qui surpassait tout le reste en audace, c'était le 4e volet, la machine de désinformation. Retillot, épaulé par les stratèges de Laurent, avait déclenché une armée de comptes fictifs sur les réseaux sociaux. Depuis des semaines, ces profils fantômes distillaient rumeurs et insinuations, fortune occulte de l'ECNU, voyage somptueux prétendument financé par des mécènes asiatiques, train de vie incompatible avec ses revenus, un cocktail destiné à fragiliser l'opinion. L'objectif était limpide, lorsque l'affaire éclaterait, le public serait déjà conditionné à croire chaque mot du scandale. Lorsque l'affaire éclaterait au grand jour, les Français auraient l'impression qu'on ne faisait que mettre des mots sur des soupçons qui murmuraient depuis longtemps. Mais Retillot ignorait une chose essentielle depuis le premier jour de ses manœuvres. Une observatrice silencieuse suivait chacun de ses pas. Cette sentinelle de l'ombre n'était autre que Marie Gauthier, directrice adjointe de la DGSI, une femme de 52 ans, dont la discrétion n'avait d'égal que l'efficacité redoutable. À la tête de l'unité chargée de traquer les menaces internes, elle avait fait de la sécurité de l'État son domaine de chasse. Les premiers signaux d'alerte étaient apparus lorsque ces analystes avaient remarqué des accès étranges à des dossiers confidentiels réalisés par les équipes de Retailleau. S'y ajoutaient des demandes d'informations sur des entreprises chinoises n'ayant aucun rapport avec les enquêtes officielles, ainsi que des recherches insistantes sur d'anciens collaborateurs de Le Cornu. Mais ce qui avait vraiment fait tiquer Marie Gauthier, c'était les comportements anormaux de plusieurs agents du ministère Réunion, improvisés dans des lieux inhabituels, déplacements impossibles à justifier consultation de bases de données à des heures totalement irrégulières. « Il y a un problème !» avait-elle soufflé à son adjoint, le commandant Pierre Roussel. Rien de tout cela ne relève du travail normal. Et surtout, pourquoi Retillot s'acharne-t-il autant sur les finances de Le Cornu? C'est à ce moment qu'elle avait pris sa décision, placer discrètement les activités du ministre sous surveillance rapprochée. La décision de Marie Gauthier relevait presque de la folie. Surveiller un ministre en exercice, c'était franchir une ligne rouge que peu d'agents auraient osé approcher. Pourtant, son instinct lui hurlait que quelque chose d'immense se préparait dans l'ombre. Guidée par cette intuition, elle avait lancé une opération clandestine, millimétrée installation de micros dans le bureau de Retillot, en pleine nuit mise sur écoute de ses lignes sécurisées, autorisation confidentielle du Premier ministre en poche, et suivi continu de ses déplacements par des équipes invisibles. Au fil des jours, ce qu'il découvrait dépassait l'entendement.
Les enregistrements révélaient un lien permanent entre Retillot et Laurent, l'intermédiaire politique mentionné dans cette fiction. Ils échangeaient plusieurs fois par semaine via des téléphones cryptés qu'ils renouvelaient constamment et se retrouvaient dans des lieux soigneusement choisis. Parking, souterrain, petits restaurants anonymes de banlieue, appartements prêtés sous couverture. Une routine clandestine d'une organisation presque militaire. Dans une conversation captée le 8 décembre, la voix de Retillot résonnait clairement. L'opération Dragon Rouge avance sans accroc. Les faux documents seront finalisés d'ici une semaine. Mes 3 témoins sont prêts et déjà rémunérés. Dès que vous donnez le signal, on déclenche tout contre le cornu. Laurent acquiesçait calmement. Excellent. Marine veut que le cornu tombe au plus vite. Il doit être carbonisé politiquement avant les prochaines élections. Nos chiffres internes montrent qu'il peut devenir un obstacle majeur. Toutes ces paroles étaient enregistrées, transcrites mot à mot par les équipes de Marie Gauthier. Chaque nouvelle écoute alourdissait un peu plus le dossier. En silence méthodique implacable, la directrice adjointe constituait une archive complète de la trahison photo des rencontres clandestines, extraits audio accablants, preuve matérielle de la fabrication des faux documents. Elle tissait patiemment le filet qui finirait par se refermer. Le soir du 14 décembre, Marie Gauthier comprit qu'elle ne pouvait plus attendre. La décision qu'elle s'apprêtait à prendre risquait de briser sa carrière, mais se taire aurait été pire encore. À 23 heures précises, alors que le cornu bouclait sa journée dans son bureau de Matignon, son téléphone sécurisé vibra. « Monsieur le Premier ministre, ici Marie Gauthier, DGSI. Je dois vous voir immédiatement. C'est une question de sécurité nationale. » 60 minutes plus tard, elle était assise face à lui. Sur la table, un dossier rouge frappé du sceau secret défense. D'une voix lourde, elle entama « Monsieur le Premier ministre, ce que je m'apprête à vous montrer dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Votre ministre de l'Intérieur prépare au sein même de l'État une prise de contrôle administrative destinée à vous renverser. » Le cornu avait pâli. « Un coup d'État administratif, expliquez-vous. » Marie Gauthier ouvrit le dossier et en déploya méthodiquement le contenu cliché des rendez-vous clandestins entre Retillot et Laurent, extrait audio de leur discussion secrète reproduction des faux documents destinés à l'accusé. Depuis 3 semaines, Bruno Retillot collabore en secret avec le Rassemblement national. Il a construit de toutes pièces un dossier mensonger pour vous faire tomber demain matin lors d'une conférence de presse qu'il prépare activement. Le cornu sidéré découvrait l'étendue de la machination preuve financière, inventer témoignages, acheter documents, falsifier un plan entier orchestré depuis son propre ministère avec l'appui de l'extrême droite. « Mais pourquoi vouloir ma chute ?» demanda-t-il abasourdi. Marie Gauthier répondit sans détour « Parce que vous dérangez. Votre probité, votre popularité, votre refus total de pactiser avec les extrêmes, vous êtes un obstacle. Ils veulent vous écarter pour mettre l'un des leurs à Matignon. » La nouvelle avait percuté le cornu comme un choc frontal. Imaginez que l'un de ses propres ministres, un homme en qui il plaçait sa confiance, conspirait depuis des semaines avec l'adversaire politique de la République, le laissa un instant sans voix. « Que dois-je faire ?» finit-il par demander. Pour la première fois de la soirée, un léger sourire passa sur le visage de Marie Gauthier. « Ne lui laissez pas l'initiative, » répondit-elle. « Demain matin, vous parlerez avant lui, avant que Retillot n'ait le temps de brandir son faux dossier. » Le plan qu'elle déroula ensuite tenait de la stratégie de guerre. Plutôt que d'attendre que l'attaque de Retillot s'abatte sur lui, le cornu allait renverser la situation, dévoiler lui-même publiquement la trahison de son ministre devant le pays entier. La nuit qui suivit fut la plus éprouvante de toute la vie politique de Le Cornu. Avec le concours discret de Marie Gauthier et d'un petit noyau d'agents fidèles de la DGSI, il mit en place l'opération la plus sensible de sa carrière, exposée en direct devant les caméras un ministre devenu traître. L'équipe s'installa dans une salle hautement sécurisée de Matignon. Marie Gauthier avait convoqué ses meilleurs éléments, le commandant Pierre Roussel, pour verrouiller l'aspect juridique, la capitaine Sarah Chen, pour démonter techniquement les faux documents, et l'analyste Julien Marchand, pour reconstituer toute la chaîne de renseignements. « Il faut que notre dossier soit intouchable », insistait Marie. « Chaque pièce doit être certifiée, chaque trace vérifiée.
chaque témoignage recoupé. Retillot tentera de s'accrocher au moindre vice de forme pour éviter d'affronter le fond. Sarah Chen, penchée sur ses écrans, disséquait chaque octet des faux documents. « Observez les métadonnées », lança-t-elle en projetant les fichiers. Ces soi-disant rapports chinois ont en réalité été générés ici en France il y a tout juste quelques jours. Et mieux encore, nous avons tracé l'adresse IP exacte de la machine utilisée. Pendant ce temps, Pierre Roussel vérifiait chaque élément du dossier, comme on ausculte une bombe avant de la désamorcer. Tout est carré, confirma-t-il. Les écoutes sont légales, les surveillances consignées, les témoins valides. Retailleau ne pourra pas attaquer la procédure, pas cette fois. De son côté, Julien Marchand cartographiait patiemment l'écosystème invisible derrière l'opération. Retailleau n'est qu'un maillon, expliqua-t-il. On a déjà identifié une quinzaine de hauts fonctionnaires liés au réseau. C'est une toile, une vraie, et elle s'étend bien au-delà de ce qu'on imaginait. Toute la nuit, l'équipe avait travaillé comme une horloge militaire. À l'aube, un dossier d'accusation monumental trônait sur la table, 300 pages de preuves recoupées, analysées, certifiées. On y trouvait tout enregistrement des échanges entre Retillot et les émissaires de RN Photo de leur rendez-vous clandestin, démonstration technique prouvant la création des faux documents. Une architecture probatoire implacable, impossible à contester. Les derniers témoignages des fonctionnaires forcés de participer au complot venaient d'être enregistrés quand, vers 5 heures du matin, Marie Gauthier brisa le silence. « Monsieur le Premier ministre, notre dossier est un véritable bloc de granit. Mais sachez-le, quand vous aurez déclenché cette déflagration, il n'existera plus aucun retour possible. Êtes-vous prêt à assumer ce qui va suivre ?» Le cornu leva les yeux vers cette femme qui jouait sa carrière, peut-être même sa liberté, pour défendre les institutions. Marie, sans vous et votre équipe, la France, se serait retrouvée livrée à l'extrême droite sans en avoir conscience. Nous devons aller au bout. Pour la démocratie. À 6 heures précises, le cornu était prêt. Une conférence de presse exceptionnelle fut programmée pour 10 heures, officiellement consacrée à une annonce urgente sur la sécurité intérieure. Il prit ensuite son téléphone sécurisé et appela personnellement Retillot, adoptant un ton grave, presque troublé. « Bruno, j'aurai besoin de vous à mes côtés tout à l'heure. Ce que j'ai découvert sur la sécurité de l'État est extrêmement préoccupant. Votre expertise sera indispensable. » Retillot, loin d'imaginer le piège qui se refermait sur lui, accepta immédiatement, presque avec enthousiasme. Pour lui, cette conférence était l'occasion parfaite pour dévoiler son propre faux dossier et détruire le cornu en direct. Il ignorait totalement qu'il marchait avec assurance vers sa chute. « Excellent Sébastien !» répondit Retillot, un sourire audible dans sa voix. « J'apporterai d'ailleurs quelques dossiers très instructifs que mes services viennent de finaliser. Cette conférence, je pense réellement qu'elle marquera un tournant majeur dans votre mandat. » Il avait raccroché, gonflé d'une satisfaction mal dissimulée déjà, en train d'imaginer comment il dévoilerait son faux dossier avec un air grave et triomphant. Dans son esprit, tout était écrit dans quelques heures, le cornu serait pulvérisé publiquement et lui prendrait sa place à Matignon. Du moins, c'est ce qu'il croyait. À peine l'appel terminé, Retillot contacta Laurent pour partager ce qu'il pensait être une victoire annoncée. « C'est idéal !» s'exclama-t-il. « Le cornu m'offre lui-même la scène parfaite pour l'achever, une bénédiction. »« Prudence !» répliqua Laurent plus froid. « On ne sous-estime jamais un adversaire. Le cornu n'est pas arrivé là par hasard. Suivez exactement le plan. Pas d'improvisation. » Retillot balaya l'avertissement d'un rire suffisant. « Ne vous en faites pas. Dans 3 heures, le cornu sera un homme politiquement mort et moi j'occuperai son bureau. Marine pourra lancer 2027 avec son futur Premier ministre. » Une arrogance qui, il l'ignorait encore, allait lui exploser au visage. Dans les couloirs feutrés de Matignon, l'équipe de Marie Gauthier s'activait comme une troupe de théâtre avant la première. Des agents en civil prenaient discrètement position dans la salle de presse et autour du bâtiment pendant que les techniciens vérifiaient pour la 10e fois les dispositifs de diffusion destinés à afficher les preuves en direct sur les écrans géants. Rien n'était laissé au hasard, chaque détail avait été calibré, chaque geste répété. L'opération ressemblait à une chorégraphie millimétrée. Vers 9 heures, la voix faible mais assurée de Marie Gauthier
résonna dans l'oreillette du Premier ministre. « Monsieur le Premier ministre, toutes nos équipes sont en position. Si Retailleau tente quoi que ce soit, fuir, détruire des documents ou provoquer un incident, nous interviendrons immédiatement. » Le cornu acquiesça silencieusement. Il sentait peser sur lui non seulement la gravité du moment, mais aussi le regard invisible de l'histoire. Il allait vivre l'une des heures les plus déterminantes de toute sa carrière, peut-être même de toute son existence. À 10 heures tapantes, le cornu fit son entrée dans la salle de presse. Juste derrière lui marchait Bruno Retailleau, arborant ce sourire sûr de lui qu'il croyait déjà victorieux. Sous son bras, une élégante mallette en cuir noir renfermait son arsenal, un faux dossier qu'il s'imaginait dévoiler triomphalement sous l'œil des caméras. Dans son esprit, tout était déjà joué quelques minutes encore, et il terrasserait le cornu pour prendre sa place. Il ignorait complètement qu'il venait d'entrer dans la scène de sa propre chute. Dans la salle de presse, l'air vibrait presque. Plus d'une centaine de journalistes venus de tout le pays et de l'étranger attendaient dans un silence tendu, conscient qu'ils étaient sur le point d'assister à un moment historique. Les caméras alignées comme une rangée de fusils pointaient déjà vers l'estrade. Chaque mouvement des deux protagonistes déclenchait une salve de flash comme si la pièce entière respirait au rythme des appareils photo. Assis au premier rang, Retailleau ouvrit discrètement sa mallette pour une ultime vérification. Tout y était, les faux virements, les témoignages inventés de toutes pièces, les documents falsifiés, un arsenal de mensonges prêts à être dégainés. Il avait même soigneusement préparé une déclaration emphatique où il prétendait avoir découvert avec horreur et sens du devoir la corruption de Le Cornu au cours d'enquêtes anodines. Il était persuadé de sa mise en scène. Il avait tort, très tort. Le cornu lui s'avança calmement jusqu'au pupitre. Il posa devant lui une chemise rouge frappée du mot « confidentiel », puis balaya la salle du regard, un regard lourd, résolu, celui d'un homme sur le point de secouer le pays. Quand il parla, sa voix était étonnamment posée, mais chargée d'une intensité presque palpable. « Mesdames et messieurs, je dois aujourd'hui vous révéler quelque chose d'une gravité extrême. Ce que vous allez entendre touche à la survie même de nos institutions démocratiques et à l'avenir de notre République. » Installé au premier rang, les mains posées sur sa mallette, comme sur un trophée Retailleau, arborait encore un sourire confiant. Dans sa tête, tout semblait limpide. Le cornu allait probablement annoncer sa propre démission, terrassé par les révélations que lui-même comptait dévoiler quelques minutes plus tard. Il avait même répété mentalement son faux discours de consternation, une prestation mêlant indignation feinte et compassion hypocrite, prête à être servie devant les caméras. Mais le cornu parla et en une phrase tout bascula. « Hier soir, j'ai découvert qu'un membre de mon gouvernement trahissait la République française en collaborant dans l'ombre avec l'extrême droite. » Le sourire de Retailleau se figea instantanément comme gelé en plein vol. Le cornu ouvrit alors sa chemise rouge, en sortit une photo et la présenta aux caméras. Voici Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, rencontré le 24 novembre dernier dans un restaurant parisien avec un émissaire de Marine Le Pen. Le visage de Retailleau perdit toute couleur, un masque de stupeur totale. « Et maintenant, » poursuivit le cornu en sortant un second dossier, « voici l'enregistrement où M. Retailleau accepte noir sur blanc de saboter mon gouvernement en échange du soutien du Rassemblement national. » Il lança la diffusion. Aussitôt, la salle fut envahie par la voix de Retailleau parfaitement reconnaissable. Il y parlait de faire tomber le cornu de l'Intérieur, de fabriquer les preuves nécessaires d'un plan destiné à pulvériser le Premier ministre. Un véritable coup de tonnerre. Les journalistes griffonnaient à toute vitesse, les caméras se tournaient brutalement vers Retailleau, dont le visage semblait figé, presque pétrifié, comme si son esprit refusait d'admettre ce que tout le monde venait d'entendre. Pendant 20 minutes, le cornu déroula ensuite pièce après pièce tout l'édifice du complot. Les écrans géants projetaient les faux documents fabriqués au ministère de l'Intérieur, les témoignages achetés, les courriers falsifiés, les montages comptables inventés pour l'accusé. Chaque révélation tombait comme un scalpel précise, nette, irréfutable. La salle assistait à la dissection complète d'une trahison d'État et personne ne pouvait détourner le regard. Observons maintenant les métadonnées de ce supposé document officiel venu de Chine.
annonça le cornu en désignant l'écran d'un geste sûr. Vous le voyez clairement, il a été généré ici en France le 3 décembre depuis un ordinateur du ministère de l'Intérieur. La salle entière retenait son souffle. Même les journalistes habitués aux crises politiques griffonnaient à toute allure conscients qu'ils assistaient à l'un des scandales les plus dévastateurs de toute la veuve République. Chaque mot du Premier ministre semblait ajouter une pierre de plus à l'édifice de la vérité. Et voici maintenant les preuves bancaires, continua le cornu implacable. Monsieur Retillot a versé 500 000 € à Jean-Marc Duren, 300 000 € à Sophie Berstein et 200 000 € à Patrick Morel pour obtenir de faux témoignages contre moi. Retillot vira au blanc crayeux. Chaque document projeté sur l'écran détruisait un morceau supplémentaire de son plan. Comment le cornu avait-il réussi à remonter la piste aussi loin? Comment avait-il pu déjouer une machination aussi méticuleusement orchestrée? La panique se lisait dans son regard. Puis, dans un geste solennel, le cornu s'était tourné directement vers son ministre déchu. Sa voix vibrante d'une colère maîtrisée fendit le silence. Cet homme a détourné le ministère de l'Intérieur pour en faire une machine de propagande au service de l'extrême droite. Il a pillé les ressources de l'État, utilisé l'argent des contribuables, manipulé les outils de la République pour fabriquer de toutes pièces un dossier destiné à abattre le Premier ministre légitime de ce pays. Chaque mot tombait comme un verdict. La salle entière resta figée, plongée dans un silence presque sacré. On n'entendait plus que le cliquetis sec des appareils photo et le grattement nerveux des stylos sur les blocs-notes. Même les journalistes les plus blasés savaient qu'ils venaient d'assister à une scène qui entrerait dans l'histoire. Retailleau paraissait avoir pris 10 ans d'un seul coup, les traits tirés, le regard creux, comme si chaque révélation lui arrachait un peu plus de vitalité. Le cornu lui reprit la parole avec une assurance nouvelle, sa voix gagnant en force, au moment d'énoncer une phrase appelée à rester dans les annales. J'annonce la révocation immédiate de M. Bruno Retailleau du gouvernement de la République française et je saisis à l'instant le procureur afin qu'une enquête pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi soit ouverte sans délai. Un verdict prononcé comme un couperet. Retailleau avait tenté de se redresser, cherchant à protester, mais seules des paroles brisées sortirent de sa bouche. « Monsieur le Premier ministre, ce n'est qu'un gigantesque malentendu, une manipulation. » Le cornu ne lui laissa aucune échappatoire. Monsieur Retailleau, répondit-il d'un ton implacable, nous disposons de 127 heures d'enregistrement de vos échanges avec les agents du Rassemblement national. Nous avons les preuves de vos versements illégaux. Nous avons les témoignages des fonctionnaires que vous avez forcés à collaborer. Ce que vous avez commis n'a rien d'un malentendu, c'est de la haute trahison. À ces mots, tout espoir sembla quitter le visage de l'ex-ministre. À cet instant, 2 agents en costume sombre glissèrent silencieusement jusqu'à Retailleau. Depuis la salle de contrôle, Marie Gauthier venait de transmettre le signal. L'un des hommes s'inclina légèrement et montra sa carte d'un geste discret. « Monsieur Retailleau, DGSI, vous allez devoir nous accompagner pour un interrogatoire. » L'ancien ministre balaya la salle du regard comme un naufragé scrutant désespérément l'horizon à la recherche d'un secours inexistant. Mais il n'y avait ni allié ni sortie possible, seulement l'effondrement brutal de tout ce qu'il avait tenté de bâtir. En l'espace de quelques minutes, celui qui incarnait encore le pouvoir et la respectabilité se retrouva réduit au rang de conspirateur démasqué en direct devant des millions de téléspectateurs. Les caméras suivirent chaque mouvement capturant l'instant où les agents l'escortaient hors de la salle menotte au poignet visage ravagé. Sa mallette remplie de faux documents qu'il rêvait de brandir quelques minutes plus tôt gisait abandonnée au sol. Ces images saisissantes allaient faire le tour du globe avant la fin de la journée. Les retombées furent instantanées d'une violence politique rarement vue. À peine 1 heure après la conférence, le parquet national antiterroriste annonçait l'ouverture d'une enquête pour intelligence avec l'ennemi et complot contre la sûreté de l'État. L'ex-ministre fut placé en garde à vue dans l'après-midi, son ascension fulgurante se transformant en chute libre. Plus explosif encore, les enregistrements révélés montraient que Marine Le Pen avait été informée du projet et l'avait validé. C'était du jamais vu sous la veuve République, une chef de l'opposition poursuivie pour participation
à une tentative de renversement institutionnel. Une première historique et un séisme politique d'une ampleur inédite. Le scandale déborda immédiatement les frontières. Partout en Europe, les gros titres parlaient du complot fasciste déjoué en France. Les gouvernements étrangers exprimaient leur stupeur tandis que l'Union européenne affirmait son soutien unanime aux autorités françaises, saluant la résilience de ses institutions. L'affaire devenait mondiale et la France était au centre de la tempête médiatique. Mais le plus impressionnant ne venait ni des institutions, ni des chancelleries étrangères, c'était la rue qui parlait. En quelques heures, des foules entières s'étaient rassemblées spontanément dans toutes les grandes villes françaises. Des pancartes jaillissaient de partout. « Bravo le cornu »,« Vive la République », un véritable élan populaire. Les instituts de sondage confirmaient ce raz-de-marée en l'espace d'une journée. La confiance accordée à Le Cornu bondissait de 30 points. Aux yeux des Français, il n'était plus seulement un Premier ministre, il devenait le rempart visible de la démocratie face à une tentative de subversion. 6 mois plus tard, lorsque le procès de Bruno Retailleau s'ouvrit, la nation retenait son souffle. Le verdict historique tomba comme un coup de tonnerre, 15 ans de prison ferme pour complot contre l'État et intelligence avec l'ennemi. Quant à Marine Le Pen, la justice prononça 10 années d'inéligibilité pour participation à l'entreprise de déstabilisation. Le Cornu lui était devenu une figure quasi mythique. Son nom rejoignit ceux des grands défenseurs de la République célébrés comme l'homme qui avait empêché une bascule autoritaire. Et chaque fois qu'on l'interrogeait sur la source d'un tel sang-froid face à une menace venue de l'extrême droite, Le Cornu répondait sans détour « Ce n'était pas du courage, c'était une nécessité ». Lorsque l'on découvre qu'un traître détourne les institutions républicaines pour servir les adversaires de la République, on n'a plus le luxe d'hésiter, on doit l'exposer au grand jour, quel qu'en soit le prix. Une phrase devenue emblématique, souvent citée, parfois même enseignée. Aujourd'hui, les historiens qualifient cet épisode de Jour le Cornu un jalon majeur dans la construction de la démocratie française contemporaine. Ils y voient l'instant où un homme a refusé la compromission, refusé la dérive extrémiste, refusé la lâcheté politique. Un moment où un simple « non » a suffi à empêcher l'effondrement d'un pays tout entier. Le Jour le Cornu, une date qui résonne encore comme la preuve qu'une démocratie peut se défendre elle-même si quelqu'un ose se lever. Bruno Retailleau s'imaginait capable de faire tomber Le Cornu à coups de mensonges savamment orchestrés. Il n'avait simplement pas compris qu'on ne triomphe pas d'un homme droit lorsque la vérité finit par surgir. En l'espace d'une seule journée, celui qui pensait tenir les ficelles s'est retrouvé piégé dans sa propre machination. Le prédateur est devenu proie, le conspirateur démasqué, et les institutions républicaines ont été arrachées au bord du gouffre. Ce jour-là, Sébastien Le Cornu ne s'était pas contenté de révéler une trahison, il avait empêché un coup d'État insidieux, stoppé une dérive qui aurait pu fracturer le pays. À partir de cet instant, son nom s'est gravé pour toujours dans le récit national comme celui de l'homme qui avait résisté quand la République chancelait.